Bonjour à vous. Je suis aujourd'hui au symposium de Bécomo. Nous avons le 2 juillet 2011. Et j'ai le plaisir de rencontrer un peintre éminent de très haute qualité, que je nomme un véritable impressionniste qui joue avec la lumière. Il va nous expliquer de quelle façon il travaille. De toute façon, il s'agit de monsieur Umberto Pinochet, que je vous présente à l'instant. Bonjour Umberto. Bonjour Louis. Umberto, je voudrais que tu me dises un peu ton parcours professionnel en peinture et pourquoi tu as commencé de la peinture. Bon, j'ai un parcours qui date un peu depuis mon enfance. Ma mère, Sylvia Araya, elle était une artiste peintre. Alors, j'ai connu mon enfance dans l'atelier de ma mère. Alors, j'ai retrouvé parmi ses outils, puis parmi son métier, des choses qui allaient le marquer plus tard dans mon existence. Alors, mon première rencontre avec la peinture, c'était à travers les activités artistiques de ma mère dans son atelier. Je dirais, à l'âge de 9 ans, j'ai déjà eu mon premier chevalet de peinture, j'ai eu mes premiers tubes de peinture, puis par la suite, mon intérêt a toujours été très important au niveau de l'école primaire, ensuite l'école secondaire. Et puis par la suite, c'est venu l'université. Je suis allé à l'école d'architecture, je suis allé à l'école de design graphique, et puis je fais un bac en art visuel au Québec à mon arrivée durant la fin des années 70. À l'Université du Québec? À l'Université Laval, à la ville de Québec. Et par la suite, je me suis spécialisé aussi en photographie. J'ai enseigné la photographie au département des arts et photos du Cégep de Matane. J'ai dirigé une agence de publicité dans laquelle j'étais photographe, illustrateur. J'ai fait des affiches, j'ai concevé des campagnes publicitaires, j'ai travaillé comme un directeur artistique. Et puis, je faisais toujours de façon parallèle la peinture dans les sous-sols de ma maison. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'abandonner l'ensemble de ces activités-là pour me consacrer entièrement à la peinture. Puis ça, c'était aux alentours des années 92. Et puis depuis là, je suis venu vivre, je retournais vivre au Québec parce que j'allais retourner au Chili à la fin de la dictature de Pinochet. Et puis depuis les années 96, je me suis installé dans ma petite maison au Céboulement. Puis depuis là, je consacre absolument tout mon temps à la peinture. Pourquoi as-tu choisi Charlevoix pour y vivre? Je pense que Charlevoix, c'est une place qui est un lieu qui possède déjà une culture et une histoire reliée aux artistes. C'est aussi un lieu où les rivières rejoignent les fleuves. Les fleuves, il a une ouverture un peu semblable à celle de la mer. Et puis il y a des élévations, il y a des montagnes, il y a une géographie qui me rappelle en quelque sorte la géographie de mon pays, au pied des Andes, pas loin de l'océan. Et puis je retrouve dans cette place-là un ensemble des éléments qui sont comme importants pour que je puisse, disons, rester dans un lieu inspirant avec un ensemble de saisons qui m'apportent une variété de lumière, de l'inspiration. Et puis, Saint-Paul, c'est bien connu, c'est un lieu de galeries d'art, c'est une place où j'ai beaucoup de mes collègues qui vivent. Et puis, c'est une place que franchement, j'adore. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer particulièrement le jeu de lumière? Tu es très fort dans la lumière. Je me suis rendu compte quand j'étais jeune, j'ai eu la grande chance de rencontrer certains peintres qui ont comme bouleversé mon appréciation de la peinture. Un jour, il y avait un ancien ami de ma mère qui s'appelait Pedro Olmos. Pedro Olmos est allé étudier en Europe et puis il a été connu des Matisse. Et puis j'étais dans son atelier un jour, Pedro Olmos avait un atelier à la ville de Linares.
C'était un grand ami du Pablo Neruda, prix Nobel de littérature. Et puis j'étais un gamin, j'étais dans son studio, et puis il m'a dit, regarde, je vais te montrer c'est quoi la lumière. Puis tout en faisant un fruit rond, il m'a montré là, comment est-ce que les clairs-obscurs, il allait mettre en valeur les volumes. Les volumes, que c'est quelque chose que nous, on essaye de rendre sur la bidimension. Alors dans son tableau qui est plat, qui a 2 dimensions, on a à rendre quelque chose qui représente une réalité d'espace et de volume. Alors, le seul traitement qui peut rendre cette mensonge vérité, c'est la lumière. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai compris que pour pouvoir montrer la lumière, ça prenait de l'ombre à côté. Et puis, je n'ai jamais cessé de l'étudier sous toutes les formes, de m'intéresser aux artistes qu'il a traités de façon particulière. Puis, c'est devenu, là, quelque part, mon sujet de travail principal. Les sujets que je traite, on dirait que parfois sont juste les prétextes pour mettre la lumière en valeur. La mettre en valeur quand elle chante, ces moments les plus éphémères, des instants qui nous marquent par la beauté et par l'intensité. Alors je cours après ça. Je pourrais dire avec sincérité que je suis une sorte de chasseur de lumière. Comme les impressionnistes l'étaient d'ailleurs. Oui, je comprends avec beaucoup d'affinité ces gens-là qui, à quelque part, étaient là, comme, à cause de leur matériel, étaient un peu confinés à rester dans leur atelier. Alors, avec l'arrivée du tube de peinture, pouvoir sortir, puis aller cueillir avec quelques traits, amorcer des toiles sur des instants de lumière en direct, c'était non seulement une révélation pour la peinture, un moment nouveau, c'était aussi là, une façon là, de pouvoir quitter parfois l'atelier qui pouvait devenir monotone avec des traitements des sujets, là, on peut le confiner aux 4 murs et puis pouvoir être en contact non seulement avec les sujets qui étaient devant toile, mais avec des instants de lumière qui défilaient, qui changeaient au gré des vents, au gré des nuages, selon les moments de la journée, selon les états d'esprit aussi des peintres, positionnés avec leur chevalet devant leur paysage ou devant leur sujet. Alors, d'ailleurs, ces moments de l'histoire du monde est fantastique. On dirait que la peinture est passée du moment triste du travail des peintres d'atelier, du travail comme très rigoureux de l'académie, puis c'était une nouvelle rencontre avec une espèce d'art à travers l'impression des lieux, l'impression du sujet, et puis là on a eu une peinture qui était là, comme beaucoup plus libre, une peinture qui était faite sur place et qui correspondait aussi à des états d'esprit qui sont passagers aussi. Là. C'était en fait une coupure avec le classicisme. C'était une coupure avec le classicisme, puis c'était une porte ouverte sur une nouvelle expression artistique qui continue à avoir aujourd'hui des adeptes à ce genre d'approche sur la lumière. Je crois que tu t'intéresses beaucoup aussi aux autres cultures, car il semblerait que tu voyages un peu dans ta vie. Oui. Parle-nous un peu de tes voyages. Je pense que j'ai développé pour les artistes voyageurs une très grande sympathie. J'ai parti à 14 ans, j'ai demandé à mes parents de me signer un permis chez un notaire pour pouvoir quitter le pays dans un voyage que je fais au nord du Chili, au sud du Pérou et en Bolivie à l'âge de 14 ans. Alors mes parents me disent, mais tu vas là avec qui? Je dis, je voyage avec 2 de mes amis qui sont plus âgés que moi. On me demandait, ils ont quel âge tes amis? Ils ont 15 ans, là. Alors, j'ai parti 2 mois et demi, 3 mois, là. Ils étaient très âgés par rapport à toi. Oui, il avait au moins 12 mois là, de plus que moi, là. C'était... À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ma vie allait être très liée à cette espèce d'esprit de découverte, aller découvrir les nouveaux. Et je me suis rendu compte que ça, il allait être quelque chose qui allait toujours m'inspirer. Alors, à partir de là, je n'ai jamais arrêté de voyager. L'appareil des photos, les calepins des croquis sont devenus
de façon incontournable les premiers éléments, les premiers objets que je mettais dans ma valise de voyage. Et puis à partir de là, j'ai visité beaucoup des pays du monde. Je me suis intéressé énormément aux artistes qui voyageaient. Mais dans les pays du monde, tu as dû découvrir d'autres lumières aussi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Moi, je pense que lorsqu'on est baigné par cette curiosité et lorsqu'on ressent ce sentiment de voir quelque chose pour la première fois, notre regard, il est inquiétant, il est curieux. Je trouve que l'état d'esprit qu'on éprouve à ce moment-là, il est extrêmement créatif. À chaque fois que je voyage, je ressens exactement la même chose. Puis ça a été vraiment un moteur de création pour moi, ces voyages que j'ai faits depuis mes 14 ans. Ce que j'ai constaté dans ta peinture, car je te connais depuis quelque temps, je vois tes tableaux. Étant donné que tu es maître à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, on regarde tes tableaux. J'ai constaté une chose, tous tes tableaux sont des originaux. J'entends par là que tu ne répètes jamais un tableau une seconde fois. Est-ce exact? Oui, je pense que quand je parle avec des gens qui me visitent dans mon atelier, je pense que ce que les gens apprécient aussi lorsqu'ils vont acquérir une toile, c'est d'avoir un tableau qui a été fait dans un instant particulier, puis qu'on ne peut pas reproduire après. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de croquis dans mes cahiers, et puis j'ai très rarement utilisé cette croquis-là pour en faire d'autres tableaux. Parce que la grâce qu'on va recevoir dans certains moments en faisant quelque chose, dans un instant précis, quand on essaye de les reproduire après, comme les transférer sur une toile, l'idée, cette idée-là, elle va perdre cette intensité du moment. Alors, même mes cahiers de croquis, ils restent comme des originaux que je dois très rarement toucher, que je dois très rarement reprendre par la suite. Ainsi, je le dis bien souvent dans mes conférences, je regarde tes tableaux et je constate que tu ne fais jamais ce que tu vois, tu interprètes ce que tu vois, et c'est exact. Oui, je pense que c'est ça le jeu aussi qui est intéressant. Je pense que chaque être humain, il a sa propre vision. On va donner par exemple une caméra en crayon, en pinceau à 20 personnes différentes. On va toutes les confronter au même genre de sujet, puis les personnes ils vont avoir 20 visions différentes de la chose. Moi je pense que la perception des lieux, la perception de notre sujet de travail, elle va être filtrée par notre propre sensibilité. Et c'est justement cette façon de prismer ce qu'on regarde qui va lui donner à un tableau une valeur particulière. D'ailleurs, si je peins les coins des rues de chez vous, exactement comme vous les voyez, je ne pense pas que vous allez éprouver aucun intérêt pour ça. Par contre, si je les regarde et je les peins d'une façon telle que vous allez être surpris de quelle manière j'ai abordé ça, dans ce regard-là, il y a un acte créatif qui est important. Et je pense que dans cette interprétation-là de la réalité, qu'on peut aller donner de la force à l'originalité de notre travail. C'est ça qu'on peut dire, c'est de la création. Parce que le peintre doit créer constamment, mais pour ça il doit interpréter, il doit rêver aussi. Je pense que oui. Et puis parfois, l'histoire de la peinture nous a enseigné des choses intéressantes. Parfois, il y a des objets qui ne sont pas beaux. Et puis l'artiste qui va les regarder, puis va les peindre, il va les transformer dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense au soulier de Van Gogh, par exemple, qui était vieux, complètement usé par les marches, et sur un plancher de bois dans sa petite chambre, et lui, il les peint, puis lui donne à ces souliers-là un caractère, une vie, et puis là, quand on se met face à une toile comme ça, on peut voir que même dans un objet qui n'est pas nécessairement beau, il y a une interprétation qui réussit à lui donner à un objet simple une espèce de grandiosité absolument extraordinaire.
Quand on pense que Van Gogh n'a pas vendu un seul tableau dans sa vie, quand on dit qu'il en a vendu un, c'était à son frère. Et quand on pense qu'aujourd'hui un Van Gogh vaut sur le marché 50-60 millions, on se pose bien les questions. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Nous avons beaucoup de décrocheurs dans les écoles, beaucoup d'enfants à qui on n'enseigne pas la culture ni l'art. Les parents n'ont pas appris, donc ne veulent pas l'enseigner aux enfants. Et je pense que toi, tu as un projet à ce sujet-là. Pour nous en dire quelques mots. Ben, je voudrais bien, à un moment donné là, de ma carrière, prendre sur mon aile 4 ou 5 ou 6 jeunes de talent et puis pouvoir leur ouvrir la porte de mon atelier pour pouvoir leur faire aimer les métiers d'artiste, pour lui donner des instruments, pour pouvoir développer chez eux leur talent. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Je vais regarder attentivement dans mon coin du pays, à la baie Saint-Paul, si je peux trouver un espace, parce que mon atelier est relativement petit, mais trouver un espace peut-être à la baie pour peut-être le consacrer à des jeunes du temps, 1 ou 2 fois par semaine, pour leur guider dans leur travail artistique. Et puis surtout leur donner une opportunité à des gens qui peuvent aimer les arts qui sont comme absents dans la formation des gens. Et puis on dit on va bâtir une société nouvelle. Ben, une société nouvelle, elle ne se bâtit pas nécessairement en bâtissant des programmes qui sont destinés jusqu'aux aspects de l'économie. Une société qui n'a pas de culture, c'est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. On s'en va nulle part. On a beau avoir les voiles gonflées des vents, on ne peut pas se diriger. Une société qui n'a pas de culture, c'est une société handicapée. Une société qui s'épanouit, il doit avoir accès à la culture, à la musique, au cinéma. En plus, c'est absolument prouvé que la culture, c'est un moteur, un générateur de ressources, c'est un motivateur d'économie absolument fantastique. Alors, je pense que bâtir de nouveaux programmes, sensibiliser nos jeunes à la culture, aux arts, c'est investir dans notre société, c'est investir dans notre avenir aussi. Du point de vue économique, les gens ne le savent peut-être pas, mais au Québec, les arts visuels rapportent une moyenne de 2 milliards par année. Et les gens n'en sont pas conscients. C'est aussi bête que ça. Ben c'est sûr que comme on est des parents pauvres, en réalité, je pense aux arts visuels, à la danse, comme on ne fait pas partie de ces spectacles, si on veut, qui ont des recettes immédiates, comme la musique, par exemple, ou comme les humoristes, ou comme d'autres artistes de la scène qui vont avoir un impact immédiat. On est moins considéré. On n'est pas couvert, la presse ne s'intéresse pas nécessairement à la peinture figurative. On va couvrir plutôt d'autres genres d'art. Et puis les musées ils font la même chose. Les musées ils vont s'intéresser à d'autres genres des produits artistiques. Alors on est les parents pauvres. Ce qu'on nomme aujourd'hui l'art contemporain, oui. Entre guillemets. Ben, l'art contemporain, c'est une définition qui est assez particulière parce que à l'époque des impressionnistes, l'impressionnisme était aussi l'art contemporain. Et l'art contemporain, c'est l'art qui s'est fait aujourd'hui. Alors, moi, je fais de l'art contemporain parce que je vis, j'existe aujourd'hui. Et mon art, ça traduit les arts d'aujourd'hui. Je suis un bon témoin d'aujourd'hui. Tous les artistes que nous avons ici au Symposium sont des artistes d'art contemporain, mais on oublie toujours que Léonard de Vinci était contemporain de Michel-Ange. Oui, absolument. Là, on pourrait rajouter d'autres affaires sur le travail de Vinci. Et il était un contemporain, mais en plus, c'était un visionnaire. Non, le grand problème, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain ne définit rien actuellement. Quand on parle d'impressionnisme, d'expressionnisme, de surréalisme, enfin, tous les ismes qu'on veut, on sait de quoi on parle. Oui. Mais quand on parle d'art contemporain, je ne sais pas de quoi on parle.
C'est sûr qu'on tombe dans une espèce de zone grise, là, dans une zone qui est difficile à définir. Puis il y a des choses qui me bouleversent à un moment donné. Je trouve que l'argent qu'on va investir là-dessus, dans les arts, entre guillemets, contemporaines, et parfois ça me fait de la peine voir une énorme salle de 2 ou 3 000 pieds carrés, avec 14 pieds d'auteur, éclairée, chauffée, et puis à l'intérieur pratiquement vide, 40 photocopies noir et blanc sur le mur, et puis regarder ça de la vitrine de l'extérieur en hiver, puis voir un clochard en train de dormir sur la porte d'entrée, puis voir tous ces chauffages, tout cet éclairage, tous ces lieux extraordinaires consacrés à un art qui parfois là, il est vide d'essence. Qui n'est pas encore un art. Et puis, je pense que jouer avec ces aspects-là d'un art qu'on ne comprend pas, c'est comme un artiste qui va attendre un pont sur un côté d'une rive, et puis ce pont-là, il n'arrive pas de l'autre côté. Je trouve que l'art, c'est quelque chose qui communique. Je trouve que l'art, il réussit son meilleur lorsqu'on va atteindre un pont avec notre création, puis on va pouvoir toucher le cœur des gens. Alors, lorsqu'on tend un pont, puis on va créer du brouillard pour ne pas voir l'autre rive, là, ben, il y a un aspect de la communication là, qui ne se fait pas. Alors, quand on est face à une œuvre qui nous laisse complètement indifférents, qui ne nous touche pas nos sens, et puis qu'on va à la limite accepter parce qu'on ne la comprend pas. Il y a une question de snobisme terriblement là-dedans aussi. Parce que bien maintenant, on dit aux gens, achetez de l'art contemporain, c'est ça qu'il faut qu'il y ait de l'art aujourd'hui. Si, à mon avis, ce n'est pas vrai. Si on définit l'art, on doit le définir comme il faut et ne pas aller dans le vide. Les jeunes artistes se basent sur ce que vient de dire M. Umberto Pinochet et sa philosophie et sa façon de faire. On devrait en prendre conscience car c'est très profond, c'est très juste. Et n'oublions pas qu'Umberto est ce que je nomme un grand artiste de nos jours. Et il est contemporain. Merci. Merci Louis. Merci beaucoup.